Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus ce matin assister à cette présentation, comment réduire l'impact environnemental de la publicité programmatique avec les éco-gestes. On va avoir une matinée assez chargée avec 6 séquences, dans un instant un petit mot d'introduction avec Arthur. Ensuite on découvrira ce fameux guide des éco-gestes qui a déjà été publié il y a quelques jours par l'Alliance Digitale et Adeline va nous en parler. On aura ensuite 2 conversations, une première avec David Hugonnet de Zénith et une seconde avec Mindshare et Impact Plus, Christophe que j'ai vu tout à l'heure, qui nous parleront évidemment du rôle des agences. Et puis enfin, j'aurai le plaisir d'animer une table ronde avec 4 spécialistes de la chaîne publicitaire programmatique et vous aurez ensuite éventuellement l'occasion de poser vos propres questions. Arthur, bonjour, merci d'être venu à cette matinale organisée dans les locaux prestigieux du quotidien du soir. Et on va parler évidemment ce matin de sustainability, de développement durable. Et je crois d'ailleurs vous avez eu une récompense à peine hier soir pour vos travaux avec le SRI, bravo. Merci. Donc, d'abord, bonjour tout le monde. Enfin, rebonjour pour ceux que j'ai pas vus, bonjour pour ceux que j'ai pas vus et rebonjour pour ceux que j'ai déjà vus. Merci d'être venus. Oui, c'est voilà, on a gagné un prix pour la Nuit des Rois. Donc, on a gagné l'or avec le référentiel commun de la mesure de la publicité carbone, de la publicité digitale, voilà, programmatique d'ailleurs. Je précise parce que ça intègre le programmatique. Alors c'est un sujet relativement nouveau dans le marketing digital, ça a 2-3 ans, ce sujet de calcul et d'optimisation de l'empreinte carbone. 2-3 ans, je pense pas, je dirais plutôt 2. Voilà, mais oui, c'est un sujet qui est très important maintenant depuis 2 ans, sur lequel nous, à l'Alliance Digitale, on travaille depuis 2 ans. On a lancé le premier groupe de travail il y a quelques années avec Adeline, justement, qui est là, qui parlera tout à l'heure sur... on a publié un panorama des acteurs de la mesure carbone, et puis très rapidement, on s'est aperçu que on avait un enjeu d'harmonisation et de standardisation autour de la mesure. C'est pour ça qu'on s'est rapproché du SRI, qui avait déjà publié un premier référentiel. Et puis on a travaillé avec eux là depuis 1 an et demi, enfin pas qu'avec eux, puisqu'on a mis pratiquement tout le monde autour de la table, l'ensemble des acteurs de la mesure, mais aussi les acteurs de la chaîne programmatique pour voilà, construire ensemble, co-construire ensemble ce référentiel et cette base de données qui permettra d'avoir une mesure, on espère, harmonisée, unifiée, et voilà, qui permettra à l'ensemble des annonceurs et des agences de pouvoir mesurer les campagnes publicitaires digitales. Alors une V2 de ce référentiel qu'on découvrira pas ce matin, mais dans quelques semaines, quelques mois ? Oui, mi-mai, normalement, si tout va bien. Voilà, donc on devrait vous pourrez le découvrir en effet. Bon, après, évidemment, c'est plutôt pour les acteurs de la mesure, c'est eux qui s'en serviront. Mais nous, justement, on a souhaité parallèlement travailler sur, puisque la mesure, c'est très important, si on veut réduire, il faut mesurer, mais on a quand même souhaité travailler parallèlement déjà sur les enjeux de réduction, puisque finalement c'est ce qui est plus important, et d'où ce groupe de travail qu'on a mené donc avec Adeline toujours, qui nous accompagne sur tous les enjeux sustainability à l'Alliance Digitale, et on a travaillé, enfin ils ont travaillé, voilà, et je les remercie vivement. Je remercie vivement tous les membres qui ont participé à ce groupe de travail, parce que ça a été un très très gros travail. Aujourd'hui c'est 20 recommandations. L'idée de ce guide, c'est vraiment, il y a plusieurs choses derrière, mais c'était déjà prise de conscience. Voilà, donc à destination des acteurs de la chaîne programmatique, une prise de conscience, une réflexion assez humble, puisque tout ce qu'on a pu mettre dans le guide pour l'instant, c'est essentiellement du bon sens. Mais c'était important, on s'est dit qu'il y avait des gestes simples à faire et qui pouvaient avoir un impact. Et puis la deuxième étape, et c'est celle sur laquelle on va travailler prochainement, c'est commencer à tester ces recommandations et voir si elles ont vraiment un impact sur la réduction de la publicité carbone. Avant de donner la parole à Adeline, peut-être encore 2 questions. Il y a eu ce travail avec le SRI. Quand on fait de l'harmonisation, on est obligé de s'inscrire dans une démarche inter-association et d'élargir à tout l'écosystème ? Quand on parle d'harmonisation de la mesure, vaut mieux en effet tous ensemble autour de la table, ça me paraît assez essentiel.
Je pense que c'est un peu l'esprit de toute l'interprofession sur ce marché. Tout le monde se parle, on essaye d'être cohérent, d'être aligné. Oui, bah oui, c'est en train de se structurer, et notre rôle, nous, en tant que voilà qu'association professionnelle, c'est bien de structurer un marché. Donc voilà, c'était très important que tout le monde se parle. Et on rappelle que tu es en charge de ces sujets-là au sein de l'IAB Europe, donc c'est Oui. pas uniquement une initiative franco-française, ça a vocation à devenir peut-être un standard européen. C'est notre enjeu. La France est très en avance. C'est une bonne nouvelle. Voilà, je pense qu'on a entre 1 an et 2 ans d'avance. On peut le dire, c'est rare, donc profitons-en, disons-le, cocorico. Donc oui, l'IAB Europe a ouvert un comité Sustainability, dont je suis le président, avec un enjeu évidemment. Alors il y a plusieurs, parce que la Sustainability, c'est un enjeu très large, hein, c'est pas que la mesure carbone, évidemment, mais évidemment, parmi les travaux qui vont être menés par l'IAB Europe, hein, donc sur l'ensemble des enjeux de la sustainability, hein, puisqu'il y a des enjeux à la fois économiques, sociaux et évidemment climat, il y a derrière un groupe de travail sur sur un référentiel de la mesure de la publicité digitale au niveau européen, et évidemment on va essayer d'apporter tout ce qu'on a déjà fait. Voilà. Et après on essaiera au niveau global, hein, de faire que le référentiel qui existe déjà, qui est produit, soit accepté et utilisé par l'ensemble du marché au niveau global. J'en suis certain. Merci Arthur, on peut l'applaudir. Ben, merci beaucoup. Et on va remercier d'ailleurs toutes les entreprises qui ont collaboré à ce guide. Et on va accueillir Adeline. Bonjour Adeline, qu'on peut aussi applaudir, ça fait toujours plaisir. Alors, responsable de la commission Sustainability pour la France, avec évidemment une collaboration active avec Arthur. Et on a évoqué évidemment ce guide qui a été publié il y a déjà quelques jours, quelques semaines. C'est tout frais, c'est quelques jours. Ouais. Alors pourquoi ce guide? On peut revenir dessus? Pourquoi ce guide? Parce que l'heure est à l'action. On a tous fait le constat qu'il ne fallait pas attendre que la mesure soit parfaite avant de se prendre en main. Le sujet est quand même assez grave, parce que dans le dernier rapport ADEME-ARCEP, on voit que si on ne fait rien, l'empreinte du numérique pourrait augmenter de plus 45% d'ici 2050. Et en fait, en tant que marketeur, on a des choses à faire, il faut se prendre en main. Donc évidemment, le premier sujet, c'est quels produits et services sont promus par la publicité. Ça, c'est plutôt la responsabilité des annonceurs. Après, il y a le sujet de production des créations, dans les mains des agences créa, et puis nous, on a la responsabilité de diminuer l'impact environnemental de la diffusion des campagnes. Et pour ça, en fait, il faut activer les bons leviers. Il y avait déjà plein de super initiatives, et du côté des publishers, et du côté des agences, et du côté des adtech aussi, qui travaillent sur le sujet. Donc l'idée, c'était un peu de réunir toutes ces bonnes pratiques, et puis de balayer les sujets un peu de façon systématique, en s'appuyant vraiment sur les bons leviers d'action. Et les bons leviers, c'est quoi? Ça va être de travailler sur l'obsolescence des terminaux. Parce qu'en fait, on pense toujours que l'impact du numérique, c'est l'énergie qui est consommée, c'est vrai, mais la plus grosse partie de l'impact carbone, il va résider dans la fabrication des terminaux des utilisateurs. Et peut-être qu'on rappelle que tu es toi-même une experte de ces sujets-là, tu es consultante sur ces sujets-là en parallèle de ton activité de responsable de la commission. Oui, voilà, tout à fait. Et j'ai une longue carrière avant dans le marketing digital, notamment en agence. Donc voilà. Ce sont des sujets que tu connais bien. Alors on découvre ce guide, les éco-gestes de l'achat média programmatique, avec un sommaire assez chargé. Assez dense, et oui, ça a été un gros travail, et vraiment encore merci au groupe de travail. Il y a 25 contributeurs, à la fois côté agence, adtech et régie. Je veux bien qu'on revienne. On les remontre. Ouais, ah oui, pardon. Voilà, donc ça a été un super travail collaboratif, et on a pris le parti de prendre l'angle des acheteurs médias, mais évidemment il y a plein d'autres choses à faire sur la chaîne, et donc on a structuré le guide avec 3 niveaux.
Donc il y a des actions qu'on peut faire au niveau de la stratégie, de la définition des objectifs des campagnes, du choix des outils aussi, très important, comment on va challenger la politique RSE des partenaires avec lesquels on travaille, que ce soit des DSP, des SSP, des ad serveurs, etc., ou des publishers. Il y a des recommandations autour du media planning et puis des recommandations à destination des traders, et puis on va comme ça jusqu'au reporting des campagnes et à la fin de vie des campagnes, ce qui est important aussi. Donc voilà, on va traiter des axes de réduction du gâchis des impressions publicitaires, il y en a beaucoup. Comment on fait en sorte d'être sobre au niveau de la collecte de data et de l'utilisation des data. Comment on utilise tous les outils du programmatique de façon plus sobre. On a eu l'habitude dans le digital d'être un peu dans une approche open bar. Une ivresse de la data même. Hein. Voilà, open bar. En fait, on peut tout mesurer, donc allons-y, faisons-le 2, 3 fois, multiplions les outils. Et avec beaucoup de doublons, évidemment. Et voilà, et en fait, sans prendre conscience finalement que derrière, c'est de l'énergie, c'est des infrastructures aussi, c'est des métaux critiques qui sont utilisés aussi pour des fins de transition énergétique. C'était peut-être pas les mêmes personnes qui suivaient la consommation électrique et celles qui suivaient le niveau de revenu, par exemple, d'un média ou... Bien sûr, et puis il y a toute une pollution, on va dire, délocalisée que nous, on voit pas du tout. Mais maintenant, on sait, donc voilà. Donc, l'un des travaux de ce guide, c'est évidemment de faire preuve de transparence, de montrer l'impact, évidemment, de toutes nos actions sur cette chaîne programmatique. Voilà, exactement. Et il y a des choses qui sont du bon sens, il y a des choses un peu plus techniques. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que c'est en général des gestes qui vont vraiment dans le sens de la performance publicitaire et de la performance marketing. Et d'ailleurs, on dit toujours qu'il faut regarder l'impact environnemental des actions, mais toujours au prisme aussi de la performance pour éviter les effets rebonds. Parce que typiquement, si on fait quelque chose, par exemple, on se dit que la vidéo, c'est trop consommateur et donc on va plutôt remplacer ça par des petites bannières, etc. Mais qu'en fait, on avait derrière un objectif de notoriété et que finalement, on est obligé de surdiffuser pour compenser la plus faible efficacité du format, on va aboutir à un résultat contraire à ce qu'on voulait au départ. Donc voilà, il y a aussi toute cette nuance-là qu'il faut apporter. On peut peut-être prendre des exemples concrets, du coup ? Ouais. Alors, il y a une vingtaine de recommandations. Bon, j'en ai extrait quelques-unes, mais après, dans les tables rondes, vous allez les illustrer beaucoup mieux que moi. Le premier point qu'on a mis en avant, c'est favoriser la qualité média. En fait, on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de sites dont le trafic est généré soit par de l'achat d'audience, soit par des robots. Et tout ça, ça consomme en fait une énergie et des ressources inutiles, en plus d'être des mauvais contextes publicitaires et mauvais contexte pour l'attention des utilisateurs. Donc la lutte contre ces sites-là, c'est en plus d'être une responsabilité sociétale intéressante, parce que on va aussi essayer de ne pas annoncer sur des sites qui propagent des fake news, par exemple. Ça va aussi nous aider à diminuer notre empreinte environnementale. Donc ça, c'est la première bonne pratique. La première bonne pratique, et ça, c'est à mener vraiment en partenariat avec les SSP, puisque voilà, il va falloir les challenger sur quelles sont, eux, leurs solutions pour filtrer tout ça. Ce n'est pas forcément des choses qui se font de façon hyper automatique, même s'il y a des solutions. Donc voilà, c'est aller challenger le travail avec ses partenaires. Alors, deuxième éco-geste, gérer les deals privés programmatiques. Oui, alors ça c'est un truc qu'on a creusé un peu avec les régies. En fait, on s'est aperçu que quand une requête est envoyée par un SSP vers un DSP, en fait cette requête, dès qu'il y a une impression, elle contient les uns à la suite des autres tous les deals privés qui ont été créés par la régie dans le SSP. Et en fait, ça peut alourdir énormément les requêtes, et ça peut à la fin
constituait un poids non négligeable en fait dans les serveurs. Et ça, côté achat, on s'en rend pas forcément toujours compte. On a tendance à créer plein de deals privés sans forcément tous les utiliser. Donc la bonne pratique, c'est de faire un audit régulier de tous les deals qui ont été créés et de faire le ménage, tout simplement. Et puis aussi débugger absolument les deals. Ça, c'est une perte de temps aussi côté régie. Mais c'est un gâchis aussi énergétique. Donc, contrôler ses win rates, bien informer la régie quand il y a des pixels qui ont été implémentés avec des mesures supplémentaires qui peuvent ralentir la diffusion, etc. Donc voilà, c'est finalement de la bonne hygiène de trader programmatique, mais qui a aussi un impact environnemental. Très bien, on va regarder un troisième éco-geste. Ouais, ça c'est plus sur la fin de campagne. L'idée, c'est de faire le ménage là aussi dans les campagnes qui sont stockées dans les ad serveurs. Il y a des fonctions d'archivage aujourd'hui qui sont disponibles et qui permettent de réduire les poids de toutes les créations des campagnes qui sont terminées depuis longtemps. Et puis on recommande aussi de faire le ménage côté données qu'on collecte sur le site des annonceurs. Ça, c'est très important de pouvoir piloter le cycle de vie de la donnée. On pose plein de mesures en général sur le site de son annonceur et quelquefois, on ne sait plus très bien ce qui est actif, ce qui est inactif. Donc, c'est vraiment se forcer à faire cet audit régulier avec quelqu'un qui est en charge de ça pour voir quelles sont les données qui sont remontées. Évidemment, ça évite la fuite de données de partenaires avec qui on travaille plus, mais ça va aussi améliorer l'empreinte environnementale. Arthur le disait, hein, les chiffres, on les communiquera un peu plus tard, mais donc il ne faut pas attendre d'avoir des calculettes précises. On peut démarrer tout de suite ces éco-gestes pour réduire son empreinte carbone. Oui, tout à fait, et d'autant plus qu'il y a certains gestes qui probablement seront pas directement quantifiables dans les calculettes, parce que ça dépend de comment elles sont paramétrées, etc. Mais c'est important d'agir et sans attendre. Et je voulais juste revenir sur un dernier truc. Ouais. Qui était, on a souhaité aussi essayer de lister un peu les questions qui permettent à chacun de choisir des outils responsables d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue social, sociétal. Donc comment on peut challenger la politique RSE de ces différents partenaires. Et puis un truc qui nous paraît important aussi à l'heure où il y a beaucoup de greenwashing, c'est d'essayer de vérifier comment concrètement son partenaire va réduire ses émissions, pas simplement se dire neutre en carbone parce qu'il fait de la compensation, mais concrètement quelle est sa trajectoire de réduction au sein de l'entreprise, au sein de son entreprise. Et puis un truc intéressant aussi, c'est est-ce que votre partenaire il vous donne des conseils sur la façon d'utiliser de façon plus sobre ces outils. On en parlait tout à l'heure avec Erwan, qui me disait en fait il faut maintenant que les bonnes pratiques elles soient finalement intégrées nativement dans les outils pour faciliter aussi le travail de tout le monde. Donc, très bien, merci beaucoup Adeline, on peut l'applaudir. Merci. Et on invite évidemment tout le monde à télécharger ce guide des éco-gestes qu'on peut retrouver sur le site Alliance Digitale IAB France, je crois. Ouais. Et je sais que normalement les remerciements ça se fait à la fin, mais je voulais juste dire qu'on était super content d'être accueillis par Le Monde et qui est super engagé au niveau éditorial sur la couverture des sujets environnementaux. Voilà. Je suis personnellement fan de ces journalistes, Stéphane Mandard, Stéphane Foucard. S'ils m'entendent quelque part, voilà. Merci Adeline. On va inviter David à nous rejoindre sur scène et peut-être qu'on doit s'asseoir, David, puisqu'on est debout depuis tout à l'heure. On s'assoit. Pour une conversation au coin du feu, comme disent les Américains. David Dugonnet, directeur digital chez Zenith, une des agences du groupe Publicis Média. Bonjour à tous. Bonjour, est-ce que tu peux présenter rapidement d'ailleurs ton activité et ton périmètre ? Oui, alors
bon, Publicis, je pense que tout le monde connaît, Zénith aussi. Moi, je suis directeur digital au sein de Zénith. Je m'occupe principalement du groupement des mousquetaires, et essentiellement Intermarché, l'enseigne Intermarché. Qu'est-ce que je fais? Je les accompagne dans leur stratégie d'innovation, leur stratégie digitale et data, donc sur les différentes plateformes, les différentes solutions, les différents outils, et aussi sur le sujet de la RSE. Et donc on va en parler plus en détail maintenant, mais effectivement, on les accompagne. C'est un vrai sujet pour Intermarché, et on a déjà pris pas mal d'actions, on a déjà fait pas mal de choses avec eux, et on va continuer, on va accélérer. Alors on va en parler. Avant ça, peut-être un mot sur l'engagement du groupe Publicis sur ce sujet du développement durable. C'est un sujet qui a déjà plus de 2 ans, je crois, chez vous. Ouais, c'est un vaste sujet. Et pour faire court, le point de départ, on va dire un des points de départ, ça a été le rapport Bousquet-Leroy de juin 2021. Agathe Bousquet. On salue Agathe Bousquet. On la salue, qui est présidente du groupe Publicis France, et Arnaud Leroy qui était le président de l'ADEME. Et en fait, ça a été un peu la première étape pour dire finalement, voilà, il faut donner un chemin, il faut donner une dynamique sur ce marché-là, avec le marché et un régulateur. Ça a été vraiment le premier point de départ. Ensuite, ça a été aussi une vocation avec les différents contrats climat de dire finalement, il faut qu'on engage le marché à se réinventer, à se réorganiser, à se responsabiliser aussi sur ces modèles, un petit peu sur ces objectifs de production, de promotion, de diffusion. C'est vraiment plus global que ça. Et on a aussi différents programmes et outils. Un programme, notamment, on a un programme qui s'appelle NIBI, No Impact for Big Impact, qui va rejoindre un petit peu ce que disait Adeline tout à l'heure. C'est un beau slogan. Ouais, on adore les slogans. Mais ça rejoint un petit peu ce que disait Adeline tout à l'heure sur le côté, on a un triptyque, on a cette ligne de conduite qui est mesurer, réduire et optimiser et compenser. Ce qui est très intéressant et important, c'est qu'on peut pas compenser, sinon c'est du greenwashing, on peut pas compenser si on n'a pas réduit, optimisé nos actions de diffusion ou de production. Donc ça, c'est un programme. On a un think tank qui a été lancé en 2017, les Positive Media Project. Maintenant, on va déployer des comités Positive Media pour l'ensemble de nos clients, pour les accompagner sur ce projet de la RSE. Et dernière chose, on a des outils. Donc, on a notre calculatrice aussi au sein du groupe Publicis. Alice, exactement. Donc, Advertising Limiting Impact and Carbon Emission. Donc, voilà, faut le dire lentement. Mais qui est un outil de mesure, finalement, sur un scope plurimédia. Donc, c'est pas que programmatique. Ça prend vraiment pour une agence média, plurimédia, de pouvoir mesurer, finalement, la diffusion la diffusion sur l'ensemble des différents médias, que ce soit la télé, la radio, le digital. Et on peut s'en servir en post-campagne, bien sûr, pour mesurer et puis pour donner en fait un bilan carbone en tonnes équivalent CO2. Mais on peut aussi s'en servir, et c'est ce qu'on fait pour Intermarché, en amont, au moment des recommandations, pour dire voilà, vous avez différentes simulations qui sont souvent issues d'un MMM, qui vont donner un ROI, et finalement nous on peut faire cette balance là en disant voilà, pour une simulation avec un ROI estimé, nous on va être en mesure de pouvoir donner en fait l'impact, le bilan carbone de ces simulations. Et après, libre, encore une fois, à l'annonceur, au client de faire des choix. Mais je trouve que c'est déjà une bonne démarche de dire une pédagogie en disant, en fait, on peut regarder le business, c'est important, bien sûr, mais on peut aussi regarder ça au prisme d'un mouvement, d'une action responsable. Alors, Aline évoquait effectivement cet arbitrage qu'on peut avoir entre les bannières et les vidéos. Donc pour le cas Intermarché, on peut y revenir. Comment vous avez appréhendé cette question, cette probable contradiction en matière d'émissions de carbone? Ouais, alors la vidéo, c'est je pense que tout le monde dans cette salle connaît les magnifiques pubs Intermarché. On a des très très beaux spots de minimum 45 secondes qui sont très bien faits, qui sont très beaux. Et en fait, effectivement, c'était une des questions de dire comment on peut agir sur la vidéo pour Intermarché, sur cette notoriété. Et en fait, juste pour revenir un petit peu, on est agence média, donc on aime beaucoup les chiffres, on aime beaucoup tout ce qui est consommation, investissement ou autre.
Avec les derniers rapports de l'IPUB, de l'Observatoire de l'IPUB, on voit que la vidéo, les investissements publicitaires vidéo, c'est 800 millions d'euros sur un marché qui est à peu près à 8 milliards. Donc c'est 10%, le poids de la vidéo c'est 10%, ce qui est quand même assez important. Et ce qu'il faut regarder, c'est les années d'avant. On fait plus 11% par rapport à l'année dernière et on fait plus 55% par rapport à il y a 2 ans. Donc c'est énorme. Et en fait, en termes d'usage et de consommation, il y a 80% de la population française internaute qui est vidéonaute, qui regarde une vidéo. Et le temps passé, sur une cible ensemble, on est à 1 heure par jour, on est à 1 heure de consommation de vidéo sur une consommation Internet qui est aux alentours de 2 heures. Donc c'est un usage qui explose chez les internautes, chez les annonceurs, mais qui malheureusement produit beaucoup de carbone. Exactement, c'est ça où c'est un peu paradoxal. Et finalement, avec Intermarché, on s'est rapproché d'une solution qui s'appelle Vidmiser. C'est une techno qui a développé son Green Encoder. Alors, Green Encoder, qu'est-ce que c'est ? Finalement, c'est une plateforme SaaS qui va permettre d'encoder des vidéos et pour réduire le poids. Donc, je ne sais pas si on a on a le bilan. Nous, c'est quelque chose qu'on a mis en place. On les avait testés l'année dernière et là, on l'a vraiment mis en place. On l'a systématisé sur toutes nos prises de parole VOL, sur l'ensemble du plan média VOL. C'est pas que sur certaines activations. Et en fait, on peut voir que sur une campagne, on avait 4 vidéos. Et en fait, on peut voir facilement via cette plateforme. Voilà, c'est du drag and drop dans la plateforme. On est capable de pouvoir mesurer finalement en fonction d'un nombre d'impressions diffusées. Donc un encodeur, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel qui va comprimer le poids des vidéos. Exactement, sans affecter la qualité de la vidéo. C'est très important, il y a des brand lifts qui peuvent être faits, des choses comme ça, pour montrer finalement que on peut réduire le poids sans altérer la qualité et que ce soit ultra pixelisé et qu'on ne voit rien. Et donc si j'en crois vos chiffres, vous avez réussi à réduire de 70-80% le poids des fichiers. Ça c'est la première campagne. On a effectivement réussi à réduire le gain principal, il est à 83% d'économie, de réduction de tonnes équivalent CO2, donc c'est énorme. Et sur des centaines de milliers évidemment de vidéos diffusées, ça représente un très très gros volume. On était à 33 millions d'impressions diffusées, donc après il y a un calcul savant derrière tout ça. On regarde effectivement les devices, on va regarder la complétion, on va regarder la volumétrie et tout ça permet d'avoir ce type de chiffres. On pourra en reparler si ça intéresse certaines personnes. C'est très facile à mettre en place. Il y a tout un process qu'on a mis en place avec l'agence Créa parce qu'on se dit pourquoi l'agence média intervient un petit peu sur la vidéo. Et si on a aussi, on peut être moteur sur ce genre de sujet. On a mis en place un process avec l'agence Créa et qui est fluide et qui marche et on est assez content de ça. Donc on le systématise sur tous nos plans vidéo. Et là, effectivement, on voit un poids potentiel de dizaines de tonnes de carbone économisé. Donc c'est vraiment un impact concret pour votre annonceur. Oui, c'est génial. Non, c'est génial. On est très content de ces chiffres. On va voir maintenant les gains secondaires qu'on va pouvoir avoir. Est-ce que ça a un impact sur la complétion ? Est-ce que ça a un impact sur l'UX finalement de l'internaute ? Est-ce que ça va favoriser certains éléments ? On parlait de brand lift tout à l'heure. Voilà, là c'est la première campagne, on va apprendre aussi, c'est quelque chose qui est nouveau, mais en tout cas on est très, très fiers des premiers chiffres. Et on précise qu'on calcule que justement la compression, il y aura évidemment des calculés qui comprendront d'autres éléments. Du coup j'ai peut-être 2 autres questions. Est-ce que en tant qu'agence média, vous allez aussi élargir cette réflexion sur l'éco-conception des campagnes, travailler en amont peut-être, sur le spot lui-même ? Ouais, complètement. En fait on a... L'annonceur, et c'est ce qu'on essaye de les accompagner là-dessus, on a besoin de cohérence. Enfin, il y a besoin d'avoir une cohérence entre l'ADN, le positionnement d'une marque et finalement les actions qui sont mises en avant, sa diffusion, sa production et autres. Pour Intermarché, l'ADN propre et même d'Intermarché, ça va être la qualité de l'alimentation, le mieux manger, les circuits courts. Il y a ces éléments-là qui sont importants dans l'ADN de l'enseigne et finalement nous on veut aussi les accompagner là-dedans en leur disant vous faites des choses scope 1, scope 2, nous en tant que prestataire, en tant on les accompagne, en scope 3 on a énormément de choses à faire et donc on doit les aider là-dessus. Et effectivement dans la partie production, si on prend un peu de recul sur la partie production,
on a déjà accompagné des clients au sein de Publicis, au sein de Zenith, sur finalement de la production éco-socio-responsable. Et qu'est-ce que c'est finalement, un peu factuellement, ça va être déjà tout ce qui est diversité, parce que la RSE, finalement, là, on regardait le prisme très carbone, on va aller aussi au-delà du carbone. Finalement, ça va être aussi la diversité, ça va être, Adeline en parlait aussi tout à l'heure, c'est la qualité de l'information, la désinformation, va y avoir, il y a plein d'éléments qui vont être pris en compte dans la RSE, et c'est pas que le prisme carbone. Donc, et dans la production, dans tout ce qui va être tournage, post-prod. Choix des produits aussi. Choix des produits mis en avant, etc. Il y a des choses à faire pour justement montrer qu'on peut réduire en fait à différents niveaux. Que ça peut être finalement dans la diversité, dans le choix des acteurs, des comédiens, des tournages, dans... Donc on voit un vrai souci de cohérence. Hein. Une dernière question peut-être, on voit que vous avez pris beaucoup d'initiatives, vous misez sur une autorégulation j'imagine du marché. Est-ce qu'on peut quand même anticiper demain une intervention du régulateur ? Déjà, à notre niveau, en tant qu'agence un peu référente sur le marché, on se doit, on a cette responsabilité, je parlais de responsabilité, c'est vraiment le mot-clé pour moi, on a cette responsabilité de pouvoir accompagner, en étant humble bien sûr, pouvoir accompagner les annonceurs, les clients dans cette démarche-là, déjà. Et ensuite, on a, et ce guide des éco-gestes ou les référentiels du SRI sont des super exemples à suivre pour justement qu'on mette tout le monde autour de la table. C'est peut-être un peu bateau, mais c'est vraiment comme ça qu'on peut avancer en tant qu'autorégulation. Et après, comme le montre encore une fois le rapport Bousquet-Leroy, de cette autorégulation viendra aussi le régulateur qui viendra imposer finalement un agenda, qui viendra imposer finalement aussi peut-être des règles à suivre pour se dire voilà, c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse des objectifs quantitatifs, ces objectifs-là, et c'est comme ça qu'on y arrivera, et on va y arriver. Très bien, merci David, on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Et on va poursuivre notre échange avec Marion Cardona, cofondatrice de Impact Plus, et Christophe Dos Santos, partner chez Mindshare. On peut les applaudir également. Bonjour à tous les deux. Installez-vous également. On va mettre Marion au milieu. Bonjour à tous les deux. On poursuit notre échange rapidement donc avec cette collaboration entre Mindshare et Impact Plus. Marion, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement Impact Plus ? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Marion Cardona, cofondatrice d'Impact Plus et en charge de la partie opération. Donc, opération, chez nous, ça veut dire quoi ? C'est effectivement nos process, mais surtout comment on accompagne l'ensemble de nos clients, donc des agences, mais aussi des marques, des annonceurs et des adtech, des régies publicitaires, à mesurer, réduire et surtout adopter nos indicateurs parce qu'on en a beaucoup. Donc c'est plutôt ça. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est d'accompagner et de faire en sorte que... Et on va y revenir dans un instant. Et Christophe Dos Santos, je disais, partenaire chez Mindshare, une des agences de Groupe M. Exactement. Bonjour à tous, je suis Christophe, je suis ravi d'être là avec vous pour discuter de ce sujet. Et je suis partenaire donc chez Mindshare, Groupe M, WPP au sens large, puisqu'on va y venir. Il y a plusieurs actions qui sont faites bien au-delà du média aussi. Et effectivement, j'accompagne les acteurs, mes annonceurs, sur l'adoption de ces problématiques aussi. On peut en citer quelques-uns ? On peut en citer, il y en a beaucoup, mais on peut en citer. Il y a beaucoup de marques FMCG, de luxe aussi, mais Nespresso en partie. Et on accompagne tout un tas de clients aussi, mais ici, on va peut-être parler de Nespresso plus particulièrement. Ouais. Marion le disait, c'est un sujet récent pour le marketing digital, c'est le sujet de développement durable. Oui, récent. Nous, par exemple, on a fondé Impact Plus il y a 2 ans, même un peu plus, 3 ans maintenant. Il n'y avait pas tellement d'initiatives, mais aujourd'hui, ce qu'on voit, et c'est plutôt encourageant, alors l'IAB avait déjà un groupe Sustainability, donc qu'on a rejoint en 2020, donc on a été IAB France, très content. On voit que ça a été repris après, comme a dit Arthur, IAB Europe, IAB Tech Lab, là, ça y est, on a chaque structure a un groupe travaillant à ces sujets, mais oui, ça reste assez récent. Et ce qui reste assez récent, c'est l'engagement, on va dire, plutôt long terme. Je pense que chacun ici a la volonté, ça maintenant on est conscient, on a un impact, une impression, un impact, on a tous la volonté de faire quelque chose, mais après c'est d'avoir les outils qui vont être adaptés pour déployer plus largement ça. C'était ça l'ambition d'Impact Plus, d'offrir des outils justement pour accélérer. Tout à fait, des outils pour accélérer. Donc c'est vrai que nous au début on a participé beaucoup à
voilà, sensibiliser le marché. On est ravis maintenant d'être rejoints par plein d'autres qui sont maintenant des concurrents, hein, on va pas se mentir, hein, donc voilà, c'est très bien. Mais voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup participé à ça, on a fait pas mal de formations, des plénières, et maintenant c'est un sujet. C'est un sujet pour tous, on voit que c'est un sujet dans les briefs, on voit que c'est un sujet dans des appels d'offres, on voit que c'est un sujet de positionnement, et donc ça c'est hyper intéressant de voir comment en quelques temps, parce que finalement ça s'est vraiment accéléré en une année, et ben c'est devenu un enjeu important, majeur, ouais, pour le secteur. différenciant, mais pas que. Chez WPP et Groupe M, c'est aussi un sujet qui monte en puissance depuis 2-3 ans. Ouais, exactement. Je pense que ça rejoint un petit peu le discours de chacun ici, mais c'est vrai que ça fait 2 ans et demi que c'est un sujet qui monte en puissance, on va dire. Et voilà. Et aujourd'hui, en 2023, je pense qu'il n'y a pas un seul brief, une seule discussion stratégique qui englobe pas aussi ces sujets au sens large, puisque c'est pas que médias, effectivement, comme le disait David et Adeline aussi tout à l'heure. Ça englobe aussi d'autres thématiques, dont la création, dont la production, etc. Côté WPP, au-delà même de Groupe M, c'est quelque chose qu'on a pris à bras le corps, et on s'engage aussi niveau groupe sur ces sujets avec une politique net zéro sur nos opérations d'ici 2025, une politique net zéro sur toute la chaîne d'approvisionnement d'ici 2030, et ça englobe aussi justement nos partenaires créa et de prod sur ces engagements et sur l'accompagnement des clients sur ces sujets. Ouais. Marion, la première étape, c'était d'harmoniser cette mesure, en tout cas de fournir des calculatrices pour calculer l'impact des émissions carbone. Oui, alors c'est effectivement, comme le disait Arthur, Adeline, l'harmonisation, c'est un sujet clé parce que, et ça c'est assez intéressant. Tout à l'heure je disais, ok, tout le monde veut y aller, on est tous engagés, mais après il y a 2 points, il y a aussi une notion de coût. Aujourd'hui, effectivement, on le voit dans les briefs, mais il y a un arbitrage très important à avoir entre oui, j'ai envie de m'engager, mais dans un contexte d'inflation, comment je fais? J'ai ma productivité première, donc voilà. Donc parfois c'est des arbitrages, mais ça, comment je le relis, c'est oui. Donc il faut y aller. Vous avez des actions, que ce soit sur la partie créa, qui vont en soi pas avoir un coût additionnel. Vous pouvez piloter, activer des choses assez simples. On parlait dans le guide, il y a des ciblages qui vont pas faire en sorte forcément d'un point de vue agence que les coûts augmentent, que la performance de la campagne soit impactée. Voilà. Je pense qu'il y a 2 visions. Il y a l'attente de l'harmonisation. Donc Adeline le disait aussi, non, il faut agir maintenant. Et le fait que en fait, c'est pas forcément un coût additionnel, que le ROI va pas forcément être impacté, qu'on peut l'absorber, et que surtout, ça peut être un gain d'efficacité, de confiance et d'efficacité. Christophe, comment vous avez fait avec vos clients ? Alors, il y a différents cas de figure, effectivement, mais c'est vrai que c'est important de le rappeler, et je crois que Adeline l'a bien souligné aussi. Si on prend ces KPI et si on met des KPI green, on va dire, sur nos campagnes, et on l'a vu aussi avec l'exemple d'Intermarché, c'est aussi à des fins de mieux piloter nos actions médias. Et nous, avec Impact Plus, justement, côté Groupe M, on l'a mis en place sur différents acteurs, que ce soit du luxe, du FMCG. Et on a vu qu'à travers ces optimisations, on réussissait à faire bien, ou même parfois à faire mieux sur nos KPI de campagne classique. Donc si on peut faire les deux, c'est encore mieux. Dans le café, par exemple ? Alors dans le café, précisément, je ne pourrais pas donner de chiffres aujourd'hui, mais du coup, c'est vrai qu'on a réussi à optimiser en moyenne, on va dire sur l'année 2022, de 40% de nos émissions sur la partie digitale. Et le but, c'est sans justement détériorer nos KPI classiques. Médias. Et vous avez fait comment ? Alors, ça fait depuis fin 2021 qu'on a un partenariat groupe avec Impact Plus. Donc, pareil, on a trois triptyques, 3 piliers, on va dire. Le premier, sur la mesure, bien entendu, on a notre propre Carbon Calculator côté Groupe M qui est installé sur nos clients, que ce soit sur la partie offline ou online. Ensuite, on a justement l'optimisation via Impact Plus qu'on a plugué sur nos campagnes pour le suivi et pour justement optimiser nos plans en regardant de plus près nos créas, nos diffusions, nos segments et notre pilotage au quotidien.
Et ensuite, on fait aussi de la compensation avec des actions voilà, qu'on engage avec des carbon apps ou autres sur des projets, voilà, même si ça peut rester du à côté, du parallèle, mais qui sont importants en termes justement de compensation. Ouais. Marion, un des sujets, c'est de simplifier peut-être cette chaîne programmatique qui parfois est assez complexe. Oui, c'est un vaste sujet, on en parle, ça y est, nous, on rentre dedans, là, ça y est. Mais oui, très concrètement, c'est assez simple, hein, on pourrait se dire, ok, on va faire mieux avec moins. Donc nous, là, on est en train de prendre le sujet à bras-le-corps et on proposera dans quelques semaines notre méthodologie, notre approche sur cette partie et ce volet programmatique. Mais oui, il y a beaucoup de choses à faire, comme dans n'importe quel levier, hein, quand on regarde la partie programmatique, donc là, il y a énormément de choses à faire, mais aussi sur la partie sociale, sur la partie direct buying. Aujourd'hui, il y a plusieurs visions de voir les choses. Nous, la manière dont on voit les choses, c'est qu'effectivement, chaque acteur de la chaîne peut avoir un rôle à jouer. Et que la responsabilité ne doit pas, et c'est ça un peu ça le risque avec la partie programmatique, remettre uniquement cette responsabilité sur l'éditeur, sur le publisher, oui, qui est en bout de chaîne, hein, oui, et puis finalement qui est aussi très transparent, enfin on peut avoir de la donnée. L'annonceur a aussi sa part de responsabilité, la créa est un sujet sur lequel justement ils peuvent avoir directement la main. Côté aussi sur la partie pilotage, comme disait Christophe, identifier comment on peut avoir la main et piloter là-dessus. Et bien sûr, après, l'ensemble des partenaires d'industrie, plutôt côté AdTech, côté diffusion, là aussi, il y a un énorme sujet à adresser. Mais oui. Christophe, sur cette question, ça peut avoir un impact sur la chaîne programmatique, cette volonté de réduire l'empreinte carbone ? Alors oui, forcément, il y aura un impact et je ne sais pas si, on va y venir peut-être après, ou vous l'aviez évoqué tout à l'heure, mais il y aura forcément à un moment donné le législateur, ou en tout cas des directives qui seront données aussi à tous et qui seront suivies. Hein. Je le mets en parallèle un petit peu de ce qui était fait à l'époque en programmatique, sur tout ce qui était question d'advisibilité, etc. Ça a été les prémices qui ont aussi amené à des règles pour tous et adoptées par tous. Je pense que l'évolution, elle n'est que bénéfique, puisque comme le rappelait Adeline, ça peut être aussi avoir ces KPI qui vont nous permettre d'aller chercher encore mieux et de mieux faire, mais tout en gardant les objectifs qui sont les nôtres en programmatique. Et je ne sais pas si on va revenir sur le guide, mais du coup, je trouve qu'il y a des sujets qui sont très intéressants, dont ceux de la fraude, justement, ou de la qualité du delivery. Et ça nous pousse aussi, puisque parfois en programmatique, on peut être amené à vouloir justement driver pour faire plus avec moins, ou en tout cas d'aller chercher le coût le plus bas aussi, mais tout en essayant de garder la qualité. Si on ajoute cette couche de KPI green par-dessus, ça ne peut être que bénéfique. Ouais. Adeline, à votre conclusion, rapidement. Si je peux rebondir juste sur ça, effectivement, c'est un point qui est très intéressant dans le guide et qu'on n'a pas forcément en tête. Mais d'un point de vue environnemental, la course aux CPM les plus bas, pour une efficacité qui va, en fait, c'est de se dire, OK, on va arroser, hein, très concrètement, c'est ça, et en se disant, OK, je vais avoir quelques touches. D'un point de vue environnemental, c'est catastrophique parce que ça veut dire que pour 1 euro, on va démultiplier les impressions, donc démultiplier les émissions de gaz à effet de serre. L'idée, effectivement, c'est de se dire, OK, finalement, en termes de budget, si on regarde in fine un taux de conversion, un taux de clic, quelque chose de, on va dire, quantifiable, oui, en achetant plus cher, on va aller diffuser moins, on va diffuser mieux, et in fine, on va baisser nos émissions. Donc il y a une vision aussi, et c'est ça qui est un peu paradoxal, et j'en reviens au coût, ce que je disais tout à l'heure, et qui est une question d'éducation de nous tous, en fait, c'est de se dire aujourd'hui, voilà, ça c'est un fait, comment on fait pour l'adresser, et comment on prend ça en compte, parce qu'on ne pourra pas avoir des CPM ultra bas et derrière réduire efficacement son impact environnemental. Christophe, on peut réconcilier cet objectif court terme de rentabilité et ce long terme de développement durable ? Alors oui, j'en suis persuadé. Après, ça va prendre du temps forcément, mais du coup, l'adoption, en tout cas, on le voit, ça se démocratise. De plus en plus de clients
prennent le pas et nous l'imposent pas, puisque encore une fois, côté agent, je pense que tous les groupes, pareil, ont leur solution et qu'à un moment donné, tout va être harmonisé. Mais c'est vrai qu'on le voit de plus en plus revenir. Et à l'image de ce qui se passe par exemple sur le retail, où on a de plus en plus de conversations avec les équipes trade côté annonceur sur ces sujets, on rentre de plus en plus aussi en relation avec les équipes dédiées chez l'annonceur sur ces sujets, au-delà même du média, avec les équipes qui s'occupent de toute cette partie RSE. Et je trouve que ce n'est que du plus, encore une fois, et ça peut n'amener que des bonnes choses derrière. Ouais. Très bien, merci à tous les deux pour vos témoignages, on peut les applaudir. Merci beaucoup. Merci Marion, merci Christophe. On va terminer cette matinée avec notre grosse table ronde. Bonjour à tous les quatre. On peut applaudir Margarita Zlatkova, qui a fait des cascades à la montagne et qui du coup en béquille, directeur digital de Weborama. Baptiste Berger, bonjour Baptiste de Media Square. Edwin Gielen de Numberly et Théo Ferté de Gamned. Bonjour à tous les quatre. Alors, on va peut-être se présenter rapidement. Margarita, directrice digitale de Weborama. Weborama est une vieille marque du secteur qui s'est transformée ces dernières années. Comment on vous présente aujourd'hui ? Aujourd'hui, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on nous présente, alors on nous a toujours, mais encore plus aujourd'hui, comme un spécialiste de la data, donc la Data Intelligence Platform. Et la data prend encore plus d'importance dans le contexte actuel. Alors non seulement quand on parle d'empreinte carbone, et on en parlera tout à l'heure, mais aussi dans le contexte de disparition de cookies tiers. On a besoin de retrouver les capacités du ciblage qu'on avait avant, précédemment. Très bien, et on va y revenir. À votre droite, Baptiste. Bonjour Baptiste, directeur commercial, je disais, de Media Square. Est-ce que vous pouvez présenter également Media Square en quelques mots ? Oui, alors tout à fait. Media Square, c'est l'alliance de programmatique des éditeurs français. On est la régie des éditeurs français. On représente un peu plus de 300 marques médias. C'est un peu plus d'1 milliard d'impressions disponibles par jour sur le réseau, sur à peu près tous les formats publicitaires possibles. Alors une régie, mais aussi un peu de technologie. Et pas mal de techno, notamment, qui permet de réduire l'empreinte carbone de la chaîne programmatique. Et on va y revenir. Théo, team leader média chez Gamned. On peut présenter Gamned également ? Bonjour à tous déjà. Gamned, donc c'est un trading desk qui existe depuis plusieurs années, depuis 2009. C'est par plein d'étapes, par du TF1 Unify, redevenu indépendant, etc. Et depuis peu chez Biggie Group, je ne sais pas si vous avez suivi les actualités, c'est assez récent. Donc c'est spécialisé dans l'achat de publicité programmatique, on est présent dans plein de pays. Quelques chiffres peut-être ? On est présent physiquement, on va dire, dans 8 pays, pardon. Et après on a une capacité de diffusion dans plus de 50-60 pays au quotidien, pour des centaines de clients et d'annonceurs sur toute typologie de publicité digitale, donc du social, du DOH, de la vidéo, du programmatique, etc. Très bien. Et Edwin Gielen, bonjour Edwin. Bonjour. VP Digital Media chez Numberly. Numberly, un spécialiste de la data qui vient du monde du CRM et qui est également très puissant dans l'univers de la pub programmatique, c'est bien ça ? Tout à fait. On est aussi une vieille marque, sauf qu'on s'est rebrandé. On s'appelait Mille Merci avant, et pour l'international qui s'est aussi très fortement développé. Je vous laisse imaginer un peu les galères de présenter Mille Merci. Donc on a choisi notre nom, oui. voilà, en anglais. Mille Merci. Merci, Thousand Merci, merci, c'est pas terrible. Du coup, on a décidé de prendre un nom international et effectivement, on vient de la data et nous, on a appris à faire du média. On vient plutôt de la tech. Comme Gamned, voilà aussi. Et donc, voilà, plutôt de la surcouche data, beaucoup de surcouche techno aussi, pour essayer d'être, je dirais, un technicien du programmatique et essayer d'aller exploiter au mieux les capacités du programmatique. Alors, on a déjà abordé la question. Margarita, ces questions de réduction de l'empreinte carbone et d'optimisation électrique, ce sont des sujets récents chez Weborama ? Alors, il y a eu 2 prises de conscience chez Weborama, parce qu'on est une AdTech à la base. Donc, effectivement, un peu ce que disait Edwin, on est AdTech qui est passé dans l'achat programmatique. Donc, on a effectivement une très forte prise de conscience d'utilisation des ressources infrastructures côté AdTech. Et on a très vite appliqué ça aussi sur le programmatique, parce qu'on utilise beaucoup d'outils propriétaires.
Et en fait, on a très vite pris conscience dans beaucoup de discussions, notamment depuis 2019, quand on a commencé à discuter avec les SSP, les DSP sur le SPO. Ça démarrait tout juste. On peut peut-être redonner la définition du SPO. Oui, effectivement, le Supply Path Optimization, ça permet effectivement de trouver le chemin le plus court vers une impression. En fait, quand il y a plusieurs sellers qui proposent la même impression, l'objectif c'est de trouver celui qui va proposer le chemin le plus direct, avec le moins de soit de resellers ou soit de redirect derrière. Et ces discussions-là, nous, on a commencé à les avoir, mais c'est arrivé en France à peu près en 2019. Et c'était pas un sujet carbone à la base. Et ce n'était pas un sujet carbone à la base, mais nous, on a pris une conscience dans les tests des SPO, dans les discussions avec les DSP et SSP, qu'il y avait énormément d'impressions inutiles et qu'on avait beaucoup d'appels en fait qui ne servaient pas à grand-chose. Et en fait, on a très vite mis en place des best practices pour justement éviter ce côté surcharge infra. Donc qui venait et en fait la prise de conscience carbone, elle est arrivée à peu près il y a 2 ans et demi, quand on a commencé un petit peu plus aussi le marché à s'y intéresser, et on a en fait raccroché les wagons entre les pratiques qu'on avait déjà en termes de consommation d'infra, consommation d'enchères à ce type de problématique. Donc ça s'est fait vraiment en deux étapes chez nous. Baptiste, chez Mediasquare, la prise de conscience également, elle date de ces années-là? Oui, tout à fait, ça fait à peu près 2 ans. Pareil au départ sur les sujets du SPO. Nous, l'approche qu'on a sur le SPO, c'est pas forcément le chemin le plus direct, c'est le chemin le plus malin, le plus intéressant, le plus efficace. Et c'est dans ce cadre-là, on s'est dit, oui, effectivement, plus vous branchez de partenaires côté vente, plus il y a de bidders dans votre header bidding, et forcément, plus vous avez de chances de vendre votre impression à un meilleur prix, donc de générer des revenus incrémentaux. On peut peut-être rappeler ce que c'est que le header bidding. C'est une pratique qui a été beaucoup poussée par les publishers ces dernières années. Tout à fait. Alors, le header bidding, c'est la possibilité d'appeler depuis le device de l'utilisateur les différents partenaires de monétisation. Donc ça permet de le faire plus rapidement et donc d'en appeler plus. Et comme je le disais, plus on en appelle, plus potentiellement on peut générer de revenus. Mais ça a 2 limites. Effectivement, ça ne sert à rien d'appeler tout le monde puisque le gâteau n'est pas infini. Donc il faut appeler les bidders qui vont avoir un incrément. Nous, on a développé un outil qui s'appelle Auction et qui permet justement de mesurer l'apport incrémental de chacun des bidders. Et puis après, une fois qu'on a sélectionné les bidders qu'on va garder, de ne les appeler qu'au moment où ils vont être pertinents. Alors on est déjà en train de parler d'éco-gestes, mais en tout cas, cette partie header bidding, vous avez eu conscience qu'évidemment c'était gourmand en électricité et qu'il allait falloir optimiser ça, c'est ça? Exactement, c'est à ce moment-là on s'est dit il faut faire quelque chose, et l'équipe technique qu'on a chez nous, qui représente un tiers des effectifs, a décidé de se pencher, passer à l'action. Théo, également chez Gamned, cette prise de conscience, elle date de quand? Nous, il y a eu deux grandes étapes principales. Une première étape qui date un petit peu, mais plus liée à la conscience collective et interne à la boîte, en disant faut faire attention au volume de mails, à la gestion des créatives, le volume qu'on envoie, etc. Mais la vraie décision sur la publicité programmatique, en tout cas, elle date exactement comme Margarita et Baptiste de l'époque SPO, header bidding, etc., qui a commencé à envoyer énormément de volume, de voir aussi sur le marché de plus en plus d'acteurs et de surcouches, on en parlait tout à l'heure, qui s'ajoutent pour piloter, pour traquer le plus de campagnes, se dire en fait, il commence à y avoir énormément de choses. Est-ce que tout est nécessaire et quel est l'impact derrière sur le dégagement du CO2? Ok, Edwin, même question? Je ne veux pas être hyper innovant, je pense que tout le monde l'a senti ce matin, mais c'est une vraie accélération depuis 2 ans et c'est une bonne chose. Je pense qu'en fait, cette accélération, elle vient, c'est systémique, quoi. C'est juste que ça se diffuse partout. Là, on parle aujourd'hui plutôt de la partie digitale de la publicité, mais en tout cas, j'espère que c'est systémique et que ça se diffuse partout. Quand on voit effectivement là, où on est aujourd'hui, le monde contribue aussi beaucoup avec les autres médias à diffuser, à sensibiliser sur ces sujets-là. Et c'est aussi pour ça que ça s'accélère. Mais pas de grosse surprise de notre côté aussi, ça s'est fortement accéléré depuis 2 ans autour de l'aspect carbone, et on se rend compte qu'effectivement il y a plein de choses qu'on faisait qui étaient déjà positives pour le carbone, mais on ne le regardait pas sous cet angle-là. Edwin qui est venu en vélo en plus ce matin, donc c'est vraiment un sujet important pour lui. On peut l'applaudir, tout à fait, vous avez raison. Je suis pas le seul. Alors parlons concrètement des éco-gestes sur peut-être la partie en amont de ciblage, de capping, de visibilité. Margarita, chez Webourama, comment vous appréhendez cette question? Alors plusieurs choses. En termes d'éco-gestes, nous on a très vite en fait mis un certain nombre de, justement quand on parle du guide, un certain nombre de ce qu'on dit dans le guide qui est du bon sens. C'est très rapidement qu'on a mis en place ce type de pratique, notamment effectivement en termes de capping.
qui est, on peut dire, de très très bon sens, mais très souvent quand on fait des campagnes programmatiques, le capping c'est quelque chose qu'on laisse l'algorithme gérer tout seul. Il y a des stratégies qui sont très gourmandes en capping, en exposition, comme le retargeting. Donc le capping, on rappelle, hein, c'est plafonner le nombre d'expositions, effectivement. Et ça, c'est une des bonnes pratiques sur lesquelles on veille beaucoup. Notamment, on suit l'effet de chaque impression publicitaire sur le résultat final de la campagne. En fait, chacune des stratégies d'achat va avoir un capping spécifique par rapport au résultat attendu. Plus un capping unifié sur la totalité de la campagne pour éviter la surexposition et éviter effectivement l'effet déjà surcharge de l'utilisateur et l'effet négatif complet sur la campagne. Donc ça, c'est très important dans certaines campagnes, notamment les campagnes de performance, sur lesquelles on a l'habitude chez Weborama. Si on laisse les algorithmes, ils vont aller chercher les impressions les moins chères, forcément. Plus on fait d'impressions, plus on a de la chance de faire de la conversion. Donc l'algorithme laissé à lui-même, effectivement, il est programmé pour ça, il va aller faire le maximum. Donc en fait, derrière, avec des optimisations manuelles, il faut travailler sur l'exposition, il faut travailler aussi sur le SPO, sur le chemin du choix. Effectivement, il faut travailler aussi sur la visibilité. On le fait tous et on surveille tout ça. Une exposition qui n'a pas été vue, une publicité non affichée, ne sert à rien, surtout dans les campagnes de performance. Dans les campagnes de branding, encore, on peut se poser des questions en se disant une vidéo qui a été en bas de la page, qui s'est réduite, peut-être qu'elle a attiré un peu l'attention, mais sur de la performance, une bannière non vue égale des impressions inutiles. Donc éviter de gaspiller, en gros, des appels serveurs, des impressions. Effectivement. Et donc effectivement, il y a aussi la partie ciblage dont on a parlé rapidement, qui est très très importante. D'abord la qualité de la data, c'est s'appuyer sur de la data qui est vraiment très qualitative pour identifier en amont de la campagne les bonnes personnes. On a, quand le programmatique est arrivé en France, c'était la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Mais effectivement, le ciblage, il continue à faire ça, il est très important pour faire ça. Il est très important pour, en amont de la campagne, identifier quelles sont les bonnes audiences, aller les cibler, mais aussi tout au long de la campagne, en fait, revoir ces audiences en fonction des résultats. Et justement, on parlait tout à l'heure de supprimer, Marion parlait sur le fait, et Adeline aussi, sur l'importance de supprimer les deals obsolètes. Mais revoir ces ciblages tout au long de la campagne en fonction des résultats, c'est tout aussi important. Parce que des fois, on enchaîne, j'en mets 1, 2, 3, 10, 15. Il y en a quelques-uns qui marchent, les autres, je les laisse quand même. Ça aussi, ça engendre en fait beaucoup d'impressions non nécessaires, beaucoup de bidding, beaucoup d'enchères. Et donc, c'est important aussi que la data évolue en même temps que le résultat de la campagne, que le média. C'est un combo, data plus média. Baptiste, c'est cette partie ciblage, inventaire. Oui, alors c'est un sujet qui est très important, notamment chez nous. On représente, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de sites. Donc on peut faire pas mal de choses et c'est important de pouvoir bien les cibler pour pas toucher n'importe qui, n'importe quand. Et c'est après tout la première impression, c'est le premier niveau qu'on peut faire, c'est sur l'impression, n'avoir que des impressions utiles. Évidemment, comme le disait Marion tout à l'heure, il faut aussi bien faire attention comme le disait Marion et Adeline, bien faire attention à bien nettoyer les bibliothèques de deals. Parce que nous, ça fait 10 ans qu'on existe maintenant, donc si on n'avait pas fait ce travail-là avec nos partenaires SSP, on aurait un nombre incroyable de deals qui continueraient de tourner pour rien. On parlait de visibilité, hein. Aujourd'hui, tout votre inventaire, j'imagine, est suivi sous cet indicateur ? Alors, oui, non. En grande partie. En grande partie. Les éditeurs ont énormément progressé sur ces sujets. Les inventaires sont plus visibles que précédemment. Il y a un sujet sur la France où également été les pionniers, hein, d'ailleurs. Absolument, absolument, et qui est devenu vraiment un standard. Il n'y a pas un deal aujourd'hui qui part sans un minimum de visibilité. Après, la réalité, c'est qu'en open, il y a encore des choses pas visibles qui s'achètent, effectivement beaucoup moins cher. Donc, on tombe sur les effets de rebond dont on parlait. En tant que Régine, on est quand même là pour générer des revenus. Donc, on ne peut pas se permettre de dire « Ah bah non, du coup, comme c'est pas visible et que ça fait un effet de rebond, on va pas le vendre. » On n'est pas encore à ce niveau-là. Sur la partie open, les acheteurs restent eux-mêmes, donc je leur laisserai expliquer parfois certains choix. Mais en tout cas, nous, à partir du moment où c'est acheté en deal ou en gré à gré, il y a toujours un minimum de visibilité qui est mis et on pousse sur des ciblages. D'ailleurs, on a travaillé des ciblages ensemble avec Weborama parce que c'est comme ça qu'on peut être le plus efficace et gaspiller le moins d'impressions possible. Théo, c'est quoi les éco-gestes, les bonnes pratiques justement en amont pour mieux cibler les campagnes ?
Ça reprend principalement les points que vous avez soulevés, notamment la data, la qualité de la data qu'on va choisir de cibler. Et aussi, nous, chez Gamelin, on a un axe très manuel, si je peux dire, un peu old school. On va travailler beaucoup à la mano, même si on est utilisé par les algorithmes, et j'en reparlerai tout à l'heure parce que j'ai bien aimé le sujet sur les algorithmes. Mais on va justement faire attention à ce volume d'impression. Il y a quelques années, je veux dire, il fallait envoyer le plus d'impressions possible pour aller générer une conversion, s'attribuer quelque chose, etc. Et c'est plus l'objectif maintenant. C'est justement pas forcément de réduire ses coûts. On entend discuter sur l'open ou le deal. Voilà, entre acheteurs, on a une tendance à se concentrer à fond sur l'open pour réduire nos coûts parce qu'on a des objectifs à atteindre auprès de nos clients. Maintenant, la qualité prévoit. Les algorithmes sont maintenant un vrai atout, un vrai partenaire. On a un algorithme en interne pour nous aider à acheter qui est basé sur la pression utile. C'est le nombre d'impressions, optimiser en fait, réduire ce volume d'impressions pour générer un événement, que ce soit un clic, une conversion, une visite, etc. Et donc c'est une vraie prise de conscience, en tout cas à l'achat, à la moindre impression, de se dire voilà, on va chercher de la qualité. Et ça dépend aussi derrière de l'analyse des campagnes, de comment sont analysées par nos annonceurs. On en parlera tout à l'heure. On va en parler après de la partie. Voilà, mais voilà, principalement. Edwin, ce serait quoi les éco-gestes qu'on pourrait suivre en matière de ciblage? Je sais pas, j'avais cru comprendre par exemple qu'on pouvait exclure les inventaires 4G, 5G, des choses comme ça. Tout à fait. En fait, j'ai envie de dire, tout est performance. Après, la vie n'est pas que la performance, mais tout peut être vu sous l'angle de la performance. Et ce qu'on dit là beaucoup tous, et ce que nous on a aussi constaté, c'est qu'en fait, il y a un certain nombre d'aspects de l'achat média programmatique qui, quand on est au service de la performance, on va essayer d'aller chercher ce qui délivre la meilleure performance. Donc, comment c'est mesuré aussi. C'est un peu ça, le nerf de la guerre dans tout ce qu'on a. On y reviendra peut-être après aussi, évidemment. Mais là, je parle vraiment de la mesure média, l'indicateur de performance média. Donc, c'est drôle parce qu'on parlait il y a quelques années plutôt de cookie bombing. Maintenant, on n'en parle plus trop, c'était un peu négatif. Hein, parce qu'on bombarde quoi, pour être partout. Des gâteaux. Voilà, ouais, ça reste des gâteaux. Mais en gros, des bombes, des gâteaux. Un modèle à Lastclick qui va être plus gourmand qu'un modèle à Lastview, c'est ça? Oh là là. Oui, oui et non, je sais pas. Je sais pas encore répondre à cette question. Peut-être que demain on saura le faire avec la mesure, mais en tout cas, il y a tout un volet de l'optimisation qui est évident. Le capping, en fait, c'est évident, c'est-à-dire que il y a un optimum au-delà duquel le capping incrémental, l'impact il est marginal. Donc en fait, c'est un gâchis d'euros investis pour le client. Et en fait, on pourrait prendre cet euro, le mettre ailleurs pour avoir plus de performance, pour rapporter de nouveaux individus en performance. Donc ça, c'est une logique, en tout cas c'est ce que nous on a toujours appliqué dans cette logique un petit peu d'aller chercher l'optimisation. La visibilité c'est plus compliqué, c'est un sujet plus touffu parce qu'on s'arrête à une moyenne, mais c'est bien d'aller regarder au niveau individuel. Et là, quand j'embête très souvent nos amis les data analystes et data scientists chez nous, quand on va les voir et qu'on leur dit fais-moi le meilleur CPA ou la meilleure complétion avec la visibilité la plus élevée. Là souvent ils me disent en fait c'est une contrainte, je peux pas faire les deux, tu me donnes la contrainte, et après, je respecte ta contrainte et je fais le mieux par rapport à ma contrainte. Donc moi, j'espère que demain, avec tout le travail qui est en train d'être fait et l'accélération qu'il y a, on arrivera à avoir des beaux standards qui nous permettent de dire, OK, voilà les gars, la contrainte qu'on veut respecter. Et c'est aussi ça qui nous aidera, je pense, à aussi mieux prendre en compte le dilemme, la forme de dissonance entre performance et consommation de CO2. Quoi. On va reparler mesures, mais avant ça, Margarita, on a commencé à parler de SPO, de header bidding. Est-ce que pour être vertueux en matière d'émissions carbone, il va falloir renoncer à certains inventaires, certains intermédiaires? Probablement. Je pense déjà qu'il faudra commencer par les analyser parce qu'on n'a pas tous souvent le temps, la possibilité de le faire. Mais effectivement, le SPO permet justement de faire cette partie-là côté achat, le header bidding plutôt côté effectivement sell side. Mais ne serait-ce que le fait de discuter avec les CSP, de connaître leur manière justement de gérer le trafic, de discuter avec les DSP pour savoir comment le SPO est géré. Maintenant, il y a des fonctionnalités aussi spécifiques au sein des DSP qui permettent d'aller chercher, effectivement, on parlait de chemin le plus direct, de chemin le plus efficace. Et derrière, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que parfois les coûts sont associés à ça. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités de passer par des resellers qui passent par plusieurs redirects, mais qui sont moins chers que d'aller en direct. Donc ça a aussi une influence sur les coûts. Donc il faut prendre en conscience aussi
Edwin parlait de la performance, donc performance associée justement à la gestion de ce type de pratique. Mais oui, je pense qu'il faudra nettoyer un petit peu notre chaîne de valeur. L'objectif premier du programmatique, c'était de simplifier. Alors, on est maintenant dans une chaîne qui est de plus en plus complexe et on y rajoute de plus en plus de complexité. Donc, je pense que oui, on a besoin de penser outils aussi. Donc là, on parle principalement de gestes côté opérationnel, donc capping, visibilité, etc. Mais il faut passer aussi côté outils. Et les double tracking, les triple tracking, les triple wrapping. Ça aussi, ça a une influence assez importante sur le nombre d'appels. Aussi, les partenaires par lesquels on passe en termes de SPO, c'est pareil, j'imagine en header bidding, je laisserai plus Baptiste en parler, mais je reviens aussi sur quelque chose qui est important. On parlait de ciblage tout à l'heure, notamment s'appuyer sur des ciblages qui sont moins gourmands, comme le contextuel. Ça aussi, ça en fait, surtout maintenant, les contextuels sémantiques, on a une exposition naturelle qui est beaucoup moins importante, et donc on peut aller chercher des chemins plus directs à des prix tout à fait raisonnables en termes de CPM pour allier et performance et empreinte carbone en même temps. Baptiste, chez MediaSquare, cette question de la réduction un peu de la consommation électrique, vous l'avez adressée, hein, je crois, avec des pratiques tout simplement d'optimisation de votre inventaire. Absolument. Alors effectivement, le principe du programmatique, c'est aussi les enchères. Et comme on le disait tout à l'heure, plus il y a de participants aux enchères et plus potentiellement vous allez pouvoir générer de revenus. Nous, on est une régie. Notre ADN, notre mission, c'est de générer des revenus pour nos éditeurs. Donc on avait cette contrainte forte d'agir sans diminuer les revenus des éditeurs. Et aussi d'agir avec des choses qui soient opérables dans tous les outils. Et donc, là où nous, on pouvait vraiment agir en tant que régie, c'était sur les appels qu'on va faire. Donc, ne pas brancher n'importe quel bidder. Et ça, du coup, on a développé une solution qui nous permet de voir l'incrément que chaque bidder va apporter. Donc là, c'est déjà un premier niveau de filtrage. Donc, à la question de ce qu'il va falloir filtrer, oui, il faut filtrer et on a des outils pour le faire. Et après, une fois qu'on a sélectionné les bidders, de ne les appeler que quand ils vont être pertinents. Et donc là, on a développé un outil de prédiction qui est capable d'émettre une sorte de note qui va dire « Ok, ça vaut le coup ou pas d'appeler le bidder X ou le bidder Y sur cette impression-là ». On a réussi à le faire en baissant de 25% les appels. Donc on cherche d'ailleurs des partenaires pour le mesurer. Pour mesurer le poids carbone de cette action, mais ce qu'on est sûr, c'est qu'on a diminué de 25% les appels, que ça a une efficacité. Donc là aussi, ça vient, alors pas trier les inventaires, mais en tout cas trier l'opportunité d'émettre cet appel et donc de moins gaspiller. Donc qu'on comprenne bien, dans cette chaîne d'enchères publicitaires, ne plus appeler des partenaires qui n'auraient probablement pas répondu positivement, c'est ça ? Exactement, sachant qu'un partenaire peut ne pas répondre positivement là dans la demi-heure qui va venir parce qu'il n'aura pas encore débuté sa campagne, mais dans une demi-heure, pour telle impression, sur tel navigateur, pour tel placement, là il sera à nouveau pertinent. Donc il faut être capable de le faire très dynamiquement pour ne pas perdre de revenus et ne pas juste faire une whitelist avec un label en disant lui il est bien et lui il n'est pas bien. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et en tout cas, vous l'évoquez, 25% de réduction des appels simplement en mettant en place ce type d'outil. Ouais, tout à fait. Très bien. Théo, également, ça serait quoi les éco-gestes? Quelle intervention on peut faire au niveau des inventaires? Est-ce qu'il faut renoncer à certaines intermédiations, Il faut peut-être en effet, pas forcément renoncer, mais faire attention avec les partenaires avec lesquels on travaille. Alors, côté acheteur pur, on a un peu moins la main sur des outils comme le SPO et le bidding en direct. C'est pour ça aussi qu'on travaille énormément avec des partenaires DSP, avec les régies, etc. pour nous aussi donner notre avis, nos recommandations et ce qu'on aimerait faire demain. On a même des problématiques internes de se dire sur cette concurrence folle qui est développée via le header bidding, de dire même nous, entre collègues, entre même moi, mes campagnes, plusieurs campagnes que je gère, je vais peut-être me mettre en auto-concurrence sur certains inventaires. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, avant même, dès le DSP, avant même le lancement de l'enchère, de faire des choix, oui, parce que ça fait des priorisations. Ça fait beaucoup de doublons. Exactement, il y a énormément de doublons déjà juste avec, on va dire, une personne, un acheteur et ses propres clients. Et ensuite mis ça à ses collègues, aux autres trading desks, à tous les DSP, etc. C'est-à-dire des actions qui avaient pour but d'optimiser évidemment des objectifs business. Là, vous vous rendez compte que c'est terrible en termes d'émissions électriques et carbone. Ouais, exactement, ouais, c'est ça. Et donc, concrètement, comment vous allez trouver les solutions ? On va essayer d'en chercher. C'est pas évident à mettre en place. J'aimerais bien apporter les solutions. Mais pour l'instant, c'est pas évident. Mais c'est un petit cas de conscience qu'on commence à avoir en disant on a du mal, enfin, on a peu d'impact direct sur le SPO et le header bidding, nous, en tant qu'acheteurs. Quel impact on pourrait avoir en amont, peut-être? Qu'est-ce qu'on pourrait créer
aussi pour aider à développer et à améliorer toute la chaîne de valeur. En tout cas, choisir des inventaires qui sont plus transparents et qui communiquent évidemment sur ces éléments carbone. Exactement. Edwin, même question. Est-ce qu'il va falloir faire des arbitrages ? La question est difficile. Donc je rejoins effectivement Théo sur cette complexité-là. Après, en fait, j'ai envie de dire oui d'une certaine façon, parce qu'on a quand même des inventaires qui n'ont pas forcément des énormes aussi intérêts. Mais enfin, la trame de fond de ça, c'est aussi peut-être, je dirais aussi les revenus et les équilibres dans le marché, hein, parce que c'est marrant, on en parle un petit peu moins dernièrement, même si il y a quand même un gros déséquilibre sur qui capte la valeur sur le marché. C'est aussi ce qui met en tension beaucoup, je pense, les revenus, la monétisation côté peut-être éditeur. Je ne suis pas le meilleur pour en parler, mais c'est une impression. Et en fait, du coup, on n'est pas outillé en tant qu'acheteur, ça c'est sûr, directement pour avoir une influence, je dirais, je ne sais pas si je peux dire N plus 1, mais en tout cas, on a des acteurs qui nous aident à pouvoir avoir des outils. Donc nous, par exemple, on travaille sur un protocole de test. Alors, ça dépend des plateformes qu'on active, évidemment. Alors, nous, on est vraiment multiplateforme, que ce soit social, vidéo, natif, display. Mais sur la partie plus programmatique sur laquelle dont on parle aujourd'hui, donc display vidéo, on a certains acteurs qui nous aident à mesurer le nombre de nœuds, par exemple, à travers lesquels on va passer avant une enchère. Et c'est un peu l'œuf et la poule, on en parlait un petit peu, Jérôme, mais voilà, c'est montrez-nous que vous en avez besoin, que c'est un impact business pour qu'on fasse les choix, les arbitrages de développement. Donc, je pense. Et pour faire le parallèle avec les discussions qu'on a eues tout à l'heure, la proximité des inventaires transparents, des inventaires de proximité pourrait demain être privilégiée ? Bien sûr, on l'a vu avant, enfin, je veux dire, on parle du programmatique, hein, ça vient de l'invendu, et c'était blind avant, énormément. Ça s'est vraiment amélioré de ce côté-là. On a toujours besoin d'un peu plus de transparence. C'est un marché très intermédiaire qui est donc du coup par définition très dur à aller rendre totalement transparent. Il y en a beaucoup qui ont essayé. Je pense que c'est une opportunité. La partie environnement, pas que, puisqu'on est aussi structurellement avec des problématiques évoquées à demi-mot. On pourrait en faire une journée entière sur le cookie-less. Je pense qu'en fait, toutes ces contraintes, c'est positif, parce que ça va nous demander de vraiment réinventer un petit peu le système et le challenger un peu plus en profondeur. Et c'est ça qui va nous aider à faire ces arbitrages, je pense et j'espère. Alors Margarita a commencé à en parler, la question de la mesure, hein, c'est un sujet avec, tu disais, une triple mesure parfois sur certains inventaires. Sur certaines campagnes, oui. On peut se retrouver avec beaucoup de tracking qui succèdent parce qu'on a celui de l'annonceur, de l'agence, parfois des wrappings à l'infini aussi. C'est ça. Alors, est-ce que du coup, même question, est-ce qu'il va falloir demander à tous ces interlocuteurs peut-être de moins mesurer ou de se satisfaire d'un niveau de mesure plus faible qu'avant ? Alors, nous, en tant que trading desk, on a peu d'influence sur ce côté-là, parce qu'une fois que la campagne arrive chez nous, on est déjà au niveau de l'opération et c'était déjà passé par d'autres partenaires, mais c'est un travail que les agences ont tendance à commencer à faire de plus en plus. Et effectivement, il va falloir la prise de conscience côté annonceur, qu'au bout d'un moment, on ne peut pas traquer. Déjà, premièrement, cookie-less, on ne peut pas traquer comme on pouvait avant. Donc, ça ne sert à rien de démultiplier les outils. Et deuxième chose qu'il faut faire attention, effectivement, à tout ce qu'on met, parce que au-delà du fait que ça alourdit la créa et ça crée des latences, et que ça crée des problèmes, effectivement, et de consommation énergétique, et des problèmes côté éditeur, et Baptiste pourra en parler. Ça crée aussi un nombre d'appels qui est à l'infini et qui surcharge toute cette partie-là. Dans ça rentre aussi le fait de certaines pratiques qui sont de lancer la même campagne sur plusieurs DSP en parallèle et de bider contre soi-même, et donc de faire baisser le CPM au maximum pour chercher le maximum d'enchères. Du coup, ça, c'est des pratiques qu'on peut très facilement en fait gérer côté trading. Et typiquement, nous, on a un mono DSP pour chacune des campagnes, sauf effectivement si on est sur des objectifs complètement différents, sur des audiences différentes. Et si on doit utiliser plusieurs DSP, il faut penser à ça. Et si on doit utiliser plusieurs tracking, il faut penser à comment les réduire
au maximum. Si on a un mesureur ad vérificateur, c'est pas la peine d'en utiliser encore 2 dans la même chaîne ou de les mettre en cascade pour vérifier le premier avec le deuxième et le deuxième avec le troisième. Et du coup, peut-être que dans cette mesure, il va falloir aussi intégrer le bilan carbone demain, quand on aura des référentiels communs. Exactement. Quand on aura, je pense que le premier pas pour moi, en tout cas, c'est de trouver le référentiel commun. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de calculettes, ce qui est génial. Moi, je trouve ça vraiment super, parce que je pense que c'est la première étape déjà d'une prise de conscience, c'est qu'on commence à avoir des calculettes pour avoir les outils. C'est pas parfait, mais ça va venir. Et on y travaille, en tout cas, ça viendra peut-être jamais, mais on y travaille. Mais je pense que c'est le premier pas. Maintenant, je pense qu'on est à l'étape de trouver un standard commun pour qu'on puisse tous sur la chaîne de valeur parler le même langage. Ça marchera que si tous les nœuds de la chaîne programmatique y font des efforts, mesurent et optimisent. Parce que si ça tombe tout sur la fin de la chaîne, côté éditeur ou chez nous, en tant que trading desk et régie, parce que souvent, c'est ce qu'on nous demande, vous êtes comment, vous faites quoi, quelles sont vos actions, ça ne sera jamais suffisant. Il faut que ça parte du début, on a parlé tout à l'heure créa, agence créa, ad server, utilisation de cloud, utilisation de la production des terminaux, donc il y a beaucoup de maillons de la chaîne, et donc mesurer, c'est le premier pas pour moi, mais mesurer tous la même chose pour pouvoir après optimiser aussi sur la même base. Parce que là, chacun optimise de son côté, on a tous des calculettes. Bien sûr, ouais. Et on optimise tous à notre manière. Il ne faut pas optimiser au détriment des autres. Exactement. Baptiste, un mot sur ces questions de mesure et de KPI commun ? Effectivement, comme le disait Margaretha, là, il y a un focus depuis quelques jours, et comme le disait Marion tout à l'heure, c'est de plus en plus les éditeurs qui sont pas pointés du doigt, parce que tout le monde a sa part du fardeau. Il y a des solutions qui existent. Nous, on propose à tous les éditeurs du marché de venir en parler avec nous. On peut leur pousser notre solution. On a besoin qu'elle soit mesurée. Donc oui, il faut être raisonnable sur l'utilisation des mesures et pas vouloir tout mesurer tout le temps avec 1 milliard de partenaires différents, bien sûr, mais en même temps, sur l'action environnementale, si on ne mesure pas les économies sur le gaspillage, ce n'est pas très incitatif. D'autant que nous, aujourd'hui, en tant qu'éditeur, il n'y a aucun revenu additionnel. Il n'y a pas vraiment de revenus qui sont fléchés vers les éditeurs les plus vertueux. Donc pour l'instant, c'est des actions qui sont complètement gratuites, même si on espère bien sûr que ça va aller flécher des revenus et des campagnes vers les éditeurs vertueux. Théo, sur cette question de la mesure ? Je rejoins totalement ces points-là, je vais pas répéter les mêmes. Moi, je pensais, je vais reprendre le point sur le côté annonceur. En effet, c'est un peu le début de la chaîne dans un sens. C'est eux qui vont piloter leur campagne. C'est la performance, l'objectif généralement de campagne publicitaire. Je ne vais pas dire qu'il faut changer les objectifs, etc. Peut-être changer les façons de l'analyser. Tu parlais tout à l'heure rapidement de la partie last click, post-click, post-view. Est-ce qu'une analyse plus post-view que post-click a un impact plus intéressant parce qu'on va peut-être réduire le volume d'impression ? Pour générer des clics, généralement, il faut peut-être faire plus d'impressions. On ne peut pas forcément le mesurer encore. On espère que ce sera possible à un moment. Mais en effet, il faut que tous les acteurs de toute la chaîne de valeur se mettent d'accord et fassent un effort. C'est pas seulement à un acteur, à une seule étape de faire ça. Est-ce qu'il faut le légiférer peut-être ? Est-ce qu'il faut vraiment mettre des outils de mesure ? Est-ce qu'il faut des CPM carbone, des choses comme ça qui permettraient peut-être, en effet, ça c'est quelque chose qui serait, comme tu disais, permettre de suivre, d'avoir au moins une vision. C'est-à-dire on pilote un KPI, un nouveau KPI qui est similaire pour tout le monde et qui peut se valoriser face au KPI classique de campagne qu'un annonceur va regarder uniquement. Et ouais, pourquoi pas, totalement, c'est un vrai sujet. Edwin, on a déjà commencé effectivement à parler du modèle de mesure quelque part qui va avoir un impact sur les actions des acheteurs. Il faut que ce soit cohérent. Tout à fait. Après, j'ai envie un peu de provoquer en disant ça m'est égal d'avoir un référentiel parfait et sur lequel tout le monde s'accorde. En fait, je trouve qu'on a déjà bien avancé et qu'on peut faire plein de choses déjà. Et en fait, j'ai quand même l'impression qu'on est en train de basculer. J'entends plus ce type de remarques sur le marché, donc ça me rassure aussi d'une certaine façon, parce que on peut avoir tendance à avoir envie de tirer le fil sur plein de choses et d'être parfait, alors qu'en fait, on n'a pas ce luxe de devenir parfait et qu'en fait, il faut d'abord faire des efforts. Il y a urgence. Complètement. Donc c'est surtout ça, je trouve, qui est important. Et
faut faire attention. Typiquement, je suis toujours précautionneux quand je vais parler avec des clients. Peu importe la technologie qu'on va utiliser sur la mesure carbone, on va essayer de dire, les référentiels vont évoluer. Donc mon indice aujourd'hui 100, elle sera pas le même demain, mais c'est pas grave. On a fait des efforts. Voilà le type d'efforts qu'on a fait. On est peut-être aussi au début un peu aussi de cette prise de conscience, donc on a besoin un petit peu d'étendard, de regardez, on a réduit ça, c'est bien, et en fait c'est marginal, c'est bien, chaque geste compte, chaque dixième de degré compte, donc c'est une bonne chose, mais je trouve qu'on est dans un moment où on a suffisamment maturé le sujet, on le disait, le marché français est plutôt dynamique, et je retrouve cette émulation qu'on avait du programmatique il y a une dizaine d'années, donc c'est super qu'on en soit là. Maintenant, il faut passer à l'action, faut essayer de rendre ça actionnable, tout simplement. Alors, je vais demander à tous les quatre peut-être un mot de conclusion. Margarita, qu'est-ce qu'il faudrait retenir de votre intervention ? Beaucoup de choses. Pour résumer rapidement, je pense que la chose que moi me semble plus importante en conclusion, c'est qu'il faut qu'on soit tous impliqués sur la chaîne de valeur. On revient, effectivement, tout n'est pas parfait. Effectivement, on n'a pas encore des standards, on n'a pas le même langage, mais on est tous impliqués. Et en fait, c'est en intervenant sur chacun maillon de la chaîne qu'on va réussir à la fin à faire un vrai effet. Si on l'a qu'à un bout et pas aux autres, en fait, l'effet sera pas suffisant. Donc en fait, c'est une prise de conscience globale, et je pense que nous tous présents, on a une responsabilité de pédagogie auprès de nos clients, que ce soit effectivement surtout les marketeurs et les annonceurs, pour leur faire comprendre qu'ils ont aussi une part de responsabilité, qu'il ne faut pas toujours attendre la tech va le faire ou les partenaires vont le faire, etc., mais que ça commence déjà en amont. Je pense que ça, c'est la première partie. La deuxième, c'est effectivement d'aller sur une réflexion. On parlait de mesures, il y a un point important dont on n'a pas parlé, c'est on parle de ROI, on parle de retour sur investissement, mais il faut aussi le voir par le prisme de utile. En fait, certes, je veux le maximum de ROI, mais derrière, qu'est-ce que ça engendre en termes de coût, en termes d'empreinte carbone? Donc en fait, de trouver l'équilibre entre les deux, peut-être revoir un peu sa manière de mesurer, revoir un peu ses KPI, de manière à pouvoir intégrer en fait ce CPM carbone, ou réfléchir à ce type de KPI qui vont permettre à l'annonceur aussi de se dire oui, d'accord, mon ROI a un petit peu augmenté par rapport aux milliards d'impressions que je faisais avant à bas coût, mais derrière, il y a aussi des effets positifs sociétaux. Très bien. Et Weborama sera là évidemment pour mener cette action de pédagogie auprès du marché. Merci Margarita. Merci. Baptiste, également un petit mot de conclusion. Oui, alors on l'a vu, tout le monde agit avec des gestes plus ou moins grands, plus ou moins importants. Je te rejoins là-dessus. Oui, tout est important. Il y a beaucoup d'initiatives et c'est bien que tout le monde puisse se retrouver pour en parler et échanger sur qu'est-ce qui est fait, comment c'est fait et comment on peut mettre tout ça en commun. Et en ça, le rôle de l'Alliance est vraiment très important parce que ça permet d'avoir une pièce, un espace où les gens peuvent échanger sur les bonnes pratiques et petit à petit, on va arriver à avoir un vrai résultat. J'en suis certain. Théo, également le mot de conclusion. Il faut en effet qu'il y ait des initiatives comme celle-ci continuent d'exister, tout le monde puisse se mettre autour de la table pour progresser. En plus de ça, peut-être garder ce côté un peu avance européenne, française qu'on peut avoir sur le sujet, en profiter et échanger. Donc non, voilà, c'est des efforts communs à faire, c'est des solutions à trouver, des nouveaux KPI, des nouvelles façons d'analyser. Je ne vais pas dire revenir en arrière sur le programmatique, mais peut-être s'inspirer de l'origine du programmatique pour changer nos façons de faire. Et réinventer la publicité digitale de demain. Réinventer, ça sera le mot de conclusion. Merci. Edwin, un mot de conclusion également ? Moi, je dirais que c'est une bonne occasion de continuer à tirer le fil de la transparence. On progresse par petites étapes, par petits paliers. Donc, ça va être certainement une étape supplémentaire. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donnera dans les prochains mois, années, parce que je pense que ça peut faire du bien, ça peut assainir un petit peu l'écosystème dans lequel on est. Et après, vraiment, tout simplement, je dirais, faut passer à l'action, quoi. C'est tout simplement. Super, merci Edwin. On peut les applaudir. Il est déjà 10h30, alors on va zapper peut-être la partie Q&A. Merci en tout cas à nos 4 speakers. Adeline, peut-être on va dire un petit mot de conclusion et remercier les gens qui nous ont suivis aujourd'hui, à la fois dans l'auditorium du Monde et sur Internet. Des échanges très intéressants et cette volonté évidemment collective qui est propre à l'Alliance Digitale.
Bah oui, je crois que ça reflète bien l'ambiance des groupes de travail de la commission Sustainability. Donc c'est vraiment hyper enrichissant tous ces travaux qu'on fait ensemble. Et puis donc merci à tous les contributeurs et à tous ceux qui s'intéressent au sujet. Donc n'hésitez pas à télécharger le guide. Et puis c'est un truc vraiment pas figé parce que c'est, comme le disait Arthur tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on a fait de façon hyper humble et on sait que le sujet est complètement en construction. Il y a plein d'autres bonnes pratiques probablement à construire. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire avec le groupe de travail pour la suite de l'année. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Donc voilà, les sujets, ça va être nous faire des retours d'expérience aussi sur la mise en place de tous ces éco-gestes. Qu'est-ce que ça donne comme résultat chez vous? Est-ce qu'il y a des freins à lever? Comment vous arrivez à mobiliser et former les équipes aussi sur le sujet? Est-ce qu'il faut qu'on aide aussi sur ce thème-là? Et puis comment on mesure aussi aller plus loin dans quantifier justement les réductions carbone et autres impacts environnementaux qui sont mises en place grâce aux éco-gestes. Donc encore beaucoup de travail, mais évidemment, on peut rejoindre l'Alliance Digitale pour contribuer collectivement à ces travaux. Avec plaisir. Bravo en tout cas à tous et à toutes. Merci Adeline. Et puis on souhaite une bonne journée de la Terre, peut-être, aux gens qui nous écoutent, parce que je crois que c'est demain. C'est demain, tout à fait. Très bien. Bonne fin de journée à tous et à tous. Au revoir. Merci.